J'ai 20 ans. Je conduis des corbillards. Ce jour-là, en poussant la portière du bâtiment funéraire, j'ai entendu qui a vraiment tué le défunt. Avant d'aller plus loin, ce récit est une œuvre de fiction. Les noms, les conversations et les faits qui suivent sont inventés pour servir une histoire qui parle de deuil, de loyauté et de ce que la vérité fait aux vivants. La première image qui me reste, c'est la photo d'Élise posée sur le tableau de bord du camion, son sourire à mi-voix, le bandeau dans les cheveux, une tache de terre sur le coin du menton comme si elle venait juste de rentrer d'un jardin. Je l'ai regardée longtemps. Le moteur ronronnait doucement sous mes doigts. La radio muette laissait tout le bruit au dehors. Clochettes de fleurs, chuchotements, le froissement du papier craft autour des bouquets. Baylor est apparu dans l'encadrement de la porte comme on se tient sur le bord d'un monde qui bascule. Il n'avait pas l'air vieux, plutôt usé, comme une chemise que l'on porte depuis trop longtemps. Sa bouche cherchait des mots. Ses mains tenaient la petite main de Clara, sa fille de 9 ans. Clara regardait la photo d'Élise et racontait tout haut un souvenir qu'elle croyait entendre comme une histoire, et non comme une perte. Olivia est arrivée plus tard, comme un vent que l'on annonce à peine. Les gens murmurent toujours qu'une jumelle, c'est un retour impossible. Olivia ne ressemblait pas exactement à la photo. Elle portait des lunettes, une veste trop grande, et un sourire timide qui ressemblait plus à un effort qu'à une expression. Mais quand ses yeux ont trouvé Baylor, quelque chose s'est défait. Pas un rappel, plutôt une reconnaissance, comme si elle retrouvait un point d'ancrage dans une mer qui n'en finit pas de bouger. Je voulais que ces visages restent doux. C'est le métier parfois, rendre la dernière image digne, sans tache. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose d'autre flottait dans l'air. Une tension invisible qui ne venait pas seulement du chagrin. Des phrases détachées, des regards trop rapides, des silences trop longs. Je suis entré dans la chapelle en portant le couvercle du cercueil. L'odeur des lys m'a piqué la gorge. Les gens m'entouraient sans me voir vraiment. Boston a passé près de moi, la main sur l'épaule d'un autre. Marissa, toujours élégante, a frôlé mon bras pour passer un bouquet. Sarah a pleuré dans le corridor. Les mouvements étaient ordonnés, comme si quelqu'un répétait une chorégraphie apprise. Baisser la tête, déposer une fleur, essuyer le nez. Mais au fond d'un petit salon attenant, derrière un rideau lourd, une voix a parlé de façon si basse que je n'aurais peut-être pas entendu si je n'avais pas laissé tomber un mince rayon d'attention dans ce coin-là. Je n'ai pas l'habitude d'écouter les conversations privées. Ce n'est pas professionnel et ce n'est pas respectueux. Mais ce jour-là, je me suis arrêté pour fixer un vase renversé que je venais d'apercevoir. Le rideau était entrouvert. J'ai vu 2 silhouettes et une phrase échapper comme un fil cassé. « C'est moi qui l'ai », murmura la voix de Boston. Le choc ne se manifeste pas comme dans les films. Il n'y a pas de musique, pas de zoom sur les visages. Juste la matière du monde qui se scinde pour un instant. L'air semble plus épais. Je me suis reculé comme si j'avais marché sur un boîtier de verre. J'ai continué à tenir le couvercle, mais mes doigts se sont crispés. J'avais entendu un aveu. Je n'ai pas su immédiatement quoi faire de ce prénom qui venait de tomber. Boston. C'était un nom parmi d'autres. Un visage familier qui faisait partie du cercle. Mais entendre « c'est moi » dans ce contexte signifie des choses qui ne s'effacent pas en un claquement de doigts. La vérité, même en murmure, est une masse qui pèse. J'ai posé le couvercle sur le cercueil avec des gestes sûrs, parce que c'est ce que j'avais à faire. Le reste de la journée, je l'ai passé à tenir le volant, à conduire dans le silence, à laisser le moteur faire le bruit que les humains n'osaient pas faire. Je conduisais la famille d'Élise d'un endroit à l'autre, la maison pour la lecture des textes, la salle pour la réception, le cimetière pour la dernière étape. À chaque fois, je voyais les mêmes scènes sous un nouvel angle. Baylor appelé à jouer le rôle du pilier, Olivia qui apprenait à respirer entre larmes et gestes, Clara qui demandait si sa maman entendrait encore quand on lui parlerait, et moi, au milieu de tout ça, avec dans la poche la phrase ramenée du salon, « C'est moi ». Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous pour la suite. Je vais la raconter telle que je l'ai vécue. Ce n'était pas un secret instantanément clair. Boston n'a pas crié son aveu dans la chapelle. Il l'avait dit à quelqu'un de proche, à voix basse, comme on confesse un péché qu'on voudrait conclure en silence. Mais les mots existent, et les oreilles les retiennent. Les jours suivants, j'ai commencé à assembler des moments minuscules autour de ce murmure,
comme on recompose une mosaïque à partir de tesselles invisibles. Il y a eu le dîner. Baylor a cuisiné ce soir-là. Il n'était pas chef, loin de là, mais il a voulu faire quelque chose de simple et de réconfortant. Une soupe lente, pain chaud et des morceaux de tarte aux pommes. Clara est montée sur le tabouret et l'a aidé à éplucher. Les gestes qu'ils ont partagés m'ont frappé par leur ordinaire. La façon dont Baylor essuyait doucement une larme sur la joue de sa fille en la faisant rire. La manière dont il ajoutait trop de sel sans le remarquer. L'odeur du beurre qui brûlait légèrement. C'était un tableau de guérison en miniature. Olivia est restée un peu à l'écart, mais elle se serrait dans le bras de sa propre main, regardant. À la table, elle a raconté une anecdote sobre, une vieille tendresse pour Élise, et Clara a ri d'un rire franc. Pour un moment, la maison a semblé un foyer où le deuil cohabitait avec des gestes de soin. Je regardais depuis la porte de la cuisine, avec mon tablier encore collé au dos. Je suis jeune, je n'ai pas l'habitude des familles qui se déchirent. Ma tâche est de transporter, d'offrir une dernière image propre. Mais ce soir-là, en sentant le bouillon sur mes doigts, j'ai senti autre chose. Une envie irrésistible de me mêler, de dire, de protéger. Le murmure entendu me revenait en boucle. S'il était vrai, qu'est-ce que cela ferait de tout ce que je voyais maintenant, si Boston l'avait vraiment tué? Il y a eu un après-midi où j'ai retrouvé Clara dans le jardin, assise sur le muret en train de jouer avec une figurine de plastique. Elle m'a fait signe de venir et m'a montré un petit théâtre qu'elle avait monté entre deux pots. Elle voulait que je joue le père. J'ai accepté. Elle m'a donné des répliques, m'a ordonné de faire des grimaces, de chuchoter comme si je faisais un secret. Sa confiance m'a assommé d'affection et de remords. Je lui ai raconté une histoire absurde sur un camion qui ne voulait pas transporter des fleurs parce qu'il préférait les histoires. Elle a ri à un point qui m'a fait oublier le murmure pendant une seconde entière. Ensuite, elle a posé sa main dans la mienne et m'a demandé, comme une question innocente et terrible, « Tu sais pourquoi maman est partie ?» Je n'ai pas menti. Je n'ai pas su dire la vérité non plus. Alors je lui ai parlé de souvenirs. Je lui ai décrit la façon dont Élise chantait faux à la fin des chansons, comment elle l'attachait mal au vélo, comment elle inventait des règles de jeu ridicules. On a construit une forteresse d'instants heureux, et dans cet espace le monde n'a pas demandé de compte. Le cimetière a été froid, avec un vent qui renvoyait les mots comme des échos. J'ai conduit la voiture jusqu'à la pierre. Baylor s'est arrêté une seconde avant de sortir, à regarder le paysage comme si cela pouvait lui donner la phrase parfaite pour expliquer aux autres. Il a parlé à voix basse, non pour les médias, non pour la foule, mais pour elle. Il a dit des choses simples. Tu m'as appris à faire du café. Tu m'as appris à ne pas laisser traîner les chaussettes. Sa voix tremblait, lente. Olivia a pris la main de Clara et l'a serrée fort, comme pour transmettre une chaleur qu'elle-même venait de retrouver. Dans ce moment, l'humanité de ses gestes m'a écrasé de douceur et de douleur à la fois. Mais sous ces petits rites de réparation, la phrase que j'avais recueillie travaillait en sourdine. Je revois encore Boston, plus tard, près du van, les épaules raides. Marissa tentait de le retenir, pas avec des mots, mais avec un contact qui voulait éviter qu'il parte. C'est dans cette proximité que j'avais entendu la confession, et c'est la même proximité qui, les jours suivants, m'a poussé à surveiller des gestes insignifiants, un regard qui fuyait, un manteau mis à l'envers, le soin excessif qu'un homme peut porter à cacher une trace sur ses chaussures. Je me suis surpris à écouter la radio quand Boston parlait moins fort, à m'attarder un peu plus près quand il allait vers sa voiture. Je ne me suis jamais dit que j'étais un enquêteur. Je n'ai pas la prétention de faire la police. Je suis un chauffeur, un témoin involontaire. Mais la nature d'un témoin, c'est parfois de devoir répondre à ce qu'il a entendu. La tentation la plus facile aurait été de tout dire à Baylor, lui confier « J'ai entendu Boston dire qu'il l'a ». Sauf que Baylor, ce n'est pas un lecteur froid de nouvelles. C'est un homme qui se tient au milieu d'un puzzle et qui vient à peine de retrouver la possibilité d'un sourire grâce à Olivia. Dire la vérité, brutale, là, maintenant, c'était courir le risque de détruire ce qu'il commençait à reconstruire. Gagner la vérité, c'était aussi risquer de leur faire perdre Élise une seconde fois, non plus au sens physique, mais au sens que la paix qui les recolle pourrait voler en éclats. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai entendu l'aveu. Les heures défilent différentes quand on garde un secret aussi lourd.
Les images se chevauchent, de courts rires, Clara grimpant sur l'épaule de son père, Boston serrant la main de Marissa. Et la phrase « encore », c'est moi, répétée comme une partition qu'on n'arrive pas à lâcher. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'il s'agissait d'un aveu sur autre chose. Peut-être que Boston parlait d'un pacte passé, d'une dette morale, d'un mensonge qui n'avait aucun rapport avec une mort. Les confessions peuvent porter 1000 sens. Mais j'avais entendu le mot « tomber », inaudible, presque étouffé. Elle est tombée, je ne pensais pas. C'était flou, oui, mais le sens général était suffisant pour que je me sente en responsabilité. Un soir, après la cérémonie, Boston est revenu à la salle pour un dernier instant. Le monde était presque vide. Les chaises étaient renversées comme des dents fatiguées. Il a attrapé un bouquet et s'est dirigé vers la table où la boîte contenant des lettres avait été laissée ouverte. J'étais dans l'entrée ramassant des rubans. Il m'a croisé sans me voir, et puis il est resté un instant à contempler la photo d'Élise. Son visage s'est fermé. Il a murmuré « Désolé », comme on souffle sur une flamme qu'on voudrait ravoir. J'ai senti ma gorge se serrer. Je n'ai pas affronté Boston alors. Au lieu de cela, j'ai demandé à Marissa, d'un ton léger, si elle voulait que je charge quelque chose dans le camion. Marissa a secoué la tête et ses yeux, quand ils se sont posés sur moi, avaient quelque chose comme une supplication. Elle a dit « Prends soin d'eux, s'il te plaît ». Ce n'était pas une consigne destinée au métier. C'était une prière déguisée. Et c'était comme si elle savait. Les jours qui ont suivi ont été un balancement constant entre l'observation et la volonté d'être utile. J'ai emmené Clara à l'école, et je l'ai attendue dehors pour qu'elle me raconte sa journée. À la maison, elle a voulu refaire la tarte aux pommes de sa mère. On a battu les œufs, on a fait des crêtes sur la pâte. À un moment, elle m'a donné une cuillère pour goûter la compote et elle m'a regardé comme si j'étais le grand frère qu'elle n'avait jamais eu. Je lui ai dit que sa maman serait fière, et elle a hoché la tête, comme quelqu'un qui applique une vérité reçue. 3 scènes d'intimité. 3 moments où la vie a fait son travail. Le repas, le jeu, la visite au cimetière. Mais entre ces scènes, les murailles du secret se construisaient dans mon dos. Il y a eu une conversation aussi avec Boston qui m'a marqué. Nous étions seuls, dehors, la fumée d'une cigarette qui s'enroulait comme un petit animal fatigué. Il a dit, presque sans détour, « Je ne suis pas celui qu'il pense ». Il voulait parler. Je l'ai regardé. Il a continué. « Je ne veux pas que la famille s'écroule. Pas maintenant. Pas quand elle a besoin de cette paix. » Sa voix était brisée d'une manière qui rendait ces mots difficiles à évaluer. S'il n'y avait eu que la compassion, j'aurais pu la laisser me guider. Mais j'avais en tête la phrase du rideau, et tout le reste devenait doute. Dans ces instants, la morale ressemble à un dialogue intérieur qui vous pousse dans des directions opposées. Dire la vérité, c'est un acte de justice. La garder, c'est un acte de protection. Mais protection de qui? Et justice pour qui? Les réponses ne sont jamais nettes. Un après-midi, en rangeant des couronnes dans le camion, j'ai trouvé quelque chose. Un petit morceau de tissu coincé dans l'un des rubans. Il n'avait l'air de rien, mais il portait une odeur que j'ai reconnue. La lavande qu'Élise aimait. C'était une coïncidence possible. Ce n'était rien d'unique. Les gens partagent odeurs et vêtements dans un enterrement. Pourtant, le cœur du secret se serre autour des objets, comme si ces derniers devenaient des preuves vivantes. J'ai glissé le tissu dans ma poche sans trop savoir pourquoi. Peut-être pour sentir la chaleur de la chose. Peut-être pour la montrer, plus tard, à quelqu'un qui pourrait m'expliquer. La tentative d'enquête a été maladroite et timide. J'ai parlé à Boston une fois encore d'un ton plus franc. J'ai dit « Si tu as quelque chose à dire, dis-le ». Il m'a regardé comme si je venais de le trahir et ailleurs, comme si je venais de lui ouvrir une porte. Il a laissé passer un silence. Puis il m'a dit « Ça me ronge. Mais je ne peux pas maintenant. Ils ont besoin de temps pour respirer. Si je l'avais dit, ils seraient détruits. » Sa rationalisation n'était pas solide. Mais elle avait quelque chose de vrai. Parfois la vérité arrive comme un raz-de-marée. J'ai fréquenté la chambre où elle reposait la nuit suivante. Le corbillard fermant ses portes et la chapelle qui se vide offrent une intimité étrange.
Je suis resté assis, le dos contre le bois froid. La photo d'Élise me regardait comme une question sans ponctuation. Je me suis demandé ce que l'on devrait faire quand on sait une chose lourde. J'ai imaginé Baylor apprendre, éclater, puis peut-être se recoudre. J'ai imaginé Olivia découvrir et se défaire. J'ai imaginé Clara perdre, encore une fois, le sentier qui lui restait. Et j'ai imaginé Boston, seul, porté par un poids dont il me parlait à moitié. J'ai décidé, dans cette heure creuse, de garder la phrase pour moi un peu plus longtemps. Ce n'était pas une décision noble. Ce n'était pas non plus lâchement fondé. C'était une décision prise par un cœur qui cherchait à empêcher une explosion immédiate. Mais je n'ai pas pris de promesse solennelle. Je me suis promis seulement d'écouter encore, d'observer encore, de ne pas brûler de preuves qui auraient pu être utiles pour comprendre ce qui s'était réellement produit. Puis il y a eu la lettre. Une enveloppe posée sur la table destinée à la famille, oubliée par quelqu'un qui s'en était chargé à la hâte. Je l'ai ouverte, parce que mon doigt avait effleuré le coin, et la curiosité est une erreur de métier que l'on paie parfois. Ce n'était pas un document incriminant. C'était une lettre d'Élise, trouvée et envoyée après sa mort. Des mots qu'elle avait écrits avant de partir, qui parlaient d'amour, de petites habitudes, de la foi qu'elle gardait en demain. Les phrases étaient ordinaires et précieuses. Si vous lisez ceci, aimez encore. Laissez le soleil entrer. La lettre m'a fait pleurer, bêtement, à l'intérieur du camion. Et surtout, elle m'a rappelé pourquoi la vérité, quelle qu'elle soit, devait être maniée avec la plus grande délicatesse. L'aveu entendu restait là, tapi comme un mot interdit. Je me levais le matin en me promettant de le révéler au bon moment. Puis je rencontrais Clara qui me tenait la main du bout des doigts, et je disais à ma conscience de prendre son souffle. Les contraintes du cœur sont parfois plus rapides que celles de la morale. Une nuit, Boston est parti sans prévenir. Il a pris sa moto et il ne s'est pas présenté au rendez-vous que tout le monde croyait programmé, la remise des objets personnels d'Élise. Sa disparition m'a mis dans un état d'alerte. J'ai fouillé mentalement ses pas. Où pouvait-il aller? Était-ce une fuite? Ou était-ce un geste de protection que je n'avais pas su comprendre? J'ai trouvé son manteau, accroché au porte-manteau dans le bureau, dans la poche intérieure, un téléphone éteint et un ticket de bus plié, destination indefinido. Le mot indefinido m'est venu aux lèvres parce qu'il faut parfois nommer l'incertain. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé Baylor. J'ai juste pris le ticket et l'ai rangé dans la poche de mon tablier comme on met une petite pierre pour se souvenir d'un chemin. Le destin du ticket m'appartenait. Il ne prouvait rien, il n'accusait personne. Mais il confirmait que Boston avait quitté la scène, peut-être pour un temps, peut-être pour toujours. Et cela suffisait à faire naître un vertige. Si Boston allait ailleurs, la parole qu'il avait dite resterait sans témoin autre que moi. Je finis souvent mes journées assis derrière le corbillard, la cabine baignée d'un soir qui rend tout plus net. Ce soir-là, j'ai fermé les yeux et j'ai entendu la chambre vide, le vent qui frappait des feuilles, et la conversation qui m'avait tout livré. Il y a des choses qui vous rendent responsable par leur seule existence. Et parfois, la responsabilité, c'est de choisir quel type de douleur on souhaite infliger aux autres, la douleur d'une vérité immédiate ou la douleur lente d'une vérité qui mijote dans l'ombre. Je n'ai pas besoin d'être un héros. Je n'ai pas besoin de devenir le chevalier de la vérité. Mais je suis devenu quelqu'un qui sait. Et savoir change la façon dont on respire. Le camion est resté là, le moteur tiède. J'ai pris la petite peluche que Clara avait laissée et je l'ai posée sur le siège. Je me suis dit que demain, je parlerai à Olivia. Peut-être qu'elle saura quoi faire. Peut-être qu'elle fera le choix que je n'arrivais pas à envisager. Peut-être qu'elle me dirait que la paix familiale était plus importante que la justice immédiate. Ou peut-être que, en posant la question, je déclencherai une réaction en chaîne. Je suis rentré chez moi sans radio, la main lourde comme si j'avais conduit toute la nuit sans m'arrêter. Dans le miroir de l'entrée, j'ai vu un garçon fatigué, les yeux cernés. J'ai essayé de me rappeler pourquoi j'avais pris ce travail. Pour l'argent d'abord, la simplicité ensuite, mais aussi pour cette étrange proximité avec des vies que je dois respecter. Ce n'est pas un décor neutre. C'est un lieu où les humains viennent faire des comptes. Je me suis couché et j'ai attendu le sommeil comme on attend une décision. Pendant des heures, la phrase revenait, encore et encore. C'est moi. Et à chaque répétition, l'image de Boston se refractait différemment. Coupable, accablé,
repentant, protégé par un amour discret. Comment porter un secret que l'on sait changerait 1000 vies si on le laissait sortir? Au matin, la première chose que j'ai faite, c'est retourner au camion. Les rubans étaient en place, le tissu que j'avais glissé dans ma poche était devenu plus dur, comme une prière qui sèche. J'ai pensé à Baylor, à Clara, à Olivia. J'ai pensé à Boston, seul quelque part. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision provisoire. Je n'irai pas tout balancer d'un coup. Je chercherai la vérité, mais doucement. Je parlerai à ceux qui pouvaient aider sans détruire d'emblée la famille. Je garderai le secret pour l'instant, seulement pour vérifier. Peut-être que la vérification prouvera que je me suis trompé. Peut-être qu'elle prouvera que je dois tout dire. Mais cette décision me mordait déjà les doigts. Elle me rendait complice. Je suis reparti sur la route volant entre mes mains, le corbillard chargé, le cœur plus lourd que n'importe quel cercueil. Les arbres défilaient, le ciel était d'un gris indécis. Et au fond de ma poche, une petite pièce de tissu, le signe d'un mystère, chauffait contre ma peau. Je savais que je tenais quelque chose qui pourrait changer tout ce que ces gens avaient commencé à reconstruire. Je savais aussi que garder ce secret me ferait regarder leur bonheur avec des yeux différents. Je ne pouvais pas encore deviner quelle serait la suite. Je ne pouvais qu'écouter, continuer à conduire, et espérer que le temps me donnerait une réponse plus claire. Mais au fond, je portais désormais une responsabilité qui n'avait rien à voir avec mes 20 ans. J'avais entendu qui avait dit être responsable, et entendre parfois suffit à faire basculer une vie. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez savoir comment j'ai choisi, abonnez-vous et partagez. Il reste des conversations à surprendre, des choix à peser, et une vérité qui refuse de rester simple. Je me suis arrêté devant la maison d'Olivia sans vraiment réfléchir au plan. La brume du matin collait aux vitres, et le pain que quelqu'un avait laissé sur le seuil pour les oiseaux avait déjà été retourné par un chat trop pressé. Je voulais lui parler, non pour la conduire d'un point A à un point B, mais pour partager ce que j'avais entendu, ou bien pour délester ma conscience d'un fardeau que je ne pouvais plus porter seul. La vérité, je l'avais appris, n'est pas un objet qu'on soulève et qu'on pose ailleurs. C'est un couteau à 2 mains. Il coupe en même temps celui qu'on vise et la paume qui le brandit. Olivia m'a ouvert la porte en pyjama, les cheveux encore en désordre comme si la nuit ne l'avait pas totalement lâché. Elle m'a regardé comme si elle venait d'oublier mon nom pendant une seconde, puis comme si elle venait juste de s'en souvenir. C'était un regard qui contenait à la fois reconnaissance et une fatigue profonde. Elle m'a invité à entrer. La cuisine sentait le café et le savon, et il y avait une pile de lettres sur la table, les dernières choses qu'Élise avait écrites, et que les autres avaient lues à voix haute la veille, pour que le son soit encore un peu de sa maison. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Elle a posé une tasse froide entre ses mains comme si elle cherchait une encre. Je n'ai pas commencé par la confession. Je voulais observer, entendre la texture de son silence. « Tu sais » a-t-elle dit finalement, « je sais que quelque chose cloche. Ce n'est pas seulement la mort, c'est la façon dont les choses se sont repliées autour d'elle. » Ses doigts ont suivi les fissures invisibles du bois de la table. J'ai trouvé des factures qu'elle n'aurait pas oubliées, des messages effacés, et un vieux pull de Boston dans la poubelle de la salle de bain. Il n'aurait pas dû y être. Je lui ai parlé du rideau entrouvert, du « c'est moi », qui m'avait giflé comme une phrase jetée au bon milieu d'un discours. Quand j'ai prononcé le nom de Boston, ses épaules se sont raidies. Elle a fermé les yeux un instant, comme si cela l'obligeait à faire un pas en arrière dans le temps. Boston. Elle a respiré. Il m'a dit qu'il tenait à cette famille, qu'il ne voudrait jamais la blesser. C'est la première chose qu'on entend d'ordinaire, la dénégation qui se porte en mots d'amour. Mais il y avait autre chose dans sa voix, une fissure plus ancienne. Je ne veux pas savoir si c'est vrai, a-t-elle ajouté. Je veux savoir comment protéger Clara. Et puis d'un souffle, mais je dois savoir. Nous avons parlé longtemps, pas tant des faits que de la peur qu'ils suscitent. Olivia m'a dit qu'elle avait hésité à venir à l'enterrement. Elle avait hésité entre ce besoin viscéral d'être là et la crainte de retrouver un monde qui ne lui appartiendrait plus. Elle connaissait Boston, pas en profondeur mais assez pour savoir qu'il pouvait faire des choses par impulsion. Je lui ai raconté la soudaine absence du manteau, le ticket plié marqué indefinido, et la façon dont il avait quitté la salle ce soir-là sans prévenir.
À chaque nouvelle parcelle d'information, son visage changeait comme un ciel passant de l'or au plomb. « Si tu l'as entendu, a-t-elle dit alors, je veux l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que ce soit toi qui portes ça si tu n'en as pas envie. Mais je ne peux pas non plus vivre avec une omission. » Elle m'a regardé comme si elle offrait une permission et un commandement en même temps. Je suis parti de chez elle avec un plan naïf. Suivre Boston, trouver où il était allé, obtenir des réponses. Ce n'était pas héroïque. C'était un mélange de curiosité, de peur et d'espérance maladroite. L'idée qu'en voyant la vérité, je pourrais la ranger proprement sur une étagère et retourner ensuite à ma vie de chauffeur aux horaires de nuit. Je l'ai trouvé dans un café minuscule de l'autre côté de la ville, assis dans un coin à ronger une cuillère. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais vu, les traits creusés, la barbe en bataille. Il n'avait pas la démarche d'un homme qui fuit. Il avait la démarche d'un homme qui cherche un point fixe. Je suis resté dehors à la fenêtre et je l'ai regardé souffler sur sa tasse. Il a sorti un téléphone, ancien, avec une coque éraflée, et il a composé un numéro. Sa voix, d'abord basse, s'est élevée en un monologue maladroit, comme si quelqu'un l'écoutait au bout du fil. Mais la table à côté de lui était vide. Il parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Peut-être à une idée, peut-être à lui-même. Je ne voulais pas, ai-je entendu à travers la vitre. Les mots me sont tombés dessus comme la pluie sur une vitre sale, inévitablement, implacablement. Je ne voulais pas la faire tomber, je voulais juste la retenir. Elle voulait partir. Elle était si. Il avala. Les syllabes se brisaient. Je ne pensais pas que ça. Je suis entré sans bruit comme un fantôme qui sait déjà sa place. Il ne m'a pas vu tout de suite. Lorsqu'il m'a reconnu, il a fait semblant de rire. Une petite chose nerveuse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé. Je me suis assis et je lui ai demandé l'essentiel d'un ton calme que, parfois, la colère seule rendrait inutile. « Qu'est-il arrivé à Elise Boston ? Dis-le comme si tu essayais de te le dire à toi-même. » Il a regardé à l'autre bout du café, comme si la réponse était cachée dans le reflet d'un miroir. Puis il a soufflé, et les mots sont venus, lourds et maladroits. On se disputait. Elle voulait mettre fin à quelque chose, une promesse, un prêt, je ne sais pas. J'ai essayé de la retenir parce que j'avais peur. Il prit une gorgée pour masquer un sanglot. Je l'ai poussée une fois, elle a glissé. Elle est tombée. Je l'ai vue frapper la marche. Je n'ai pas su quoi faire. J'ai pensé que si je restais, on me demanderait des choses que je ne pourrais pas supporter. J'ai paniqué. Je suis parti. Il regarda ses mains, comme si elles étaient devenues étrangères. Ce n'était pas censé être un meurtre. Je n'ai pas voulu qu'elle meure. Mais je l'ai poussée, répéta-t-il, l'œil fuyant. Et maintenant, elle n'est plus là, c'était dit. Pas de grandiloquence judiciaire, pas de mots préparés. Juste une voix qui racontait son propre effondrement. Dans la fraîcheur du lieu, entre la vapeur du café et le cliquetis d'une cuillère, j'ai senti la vérité se déposer comme une poussière fine sur nos épaules. Boston n'a pas dit « je regrette », comme on le lit parfois dans des scénarios. Il a dit « j'ai paniqué ». C'est une confession d'une autre nature, pas de l'aveu héroïque qui répare, mais de l'amour craintif qui s'est retourné en fuite. Je l'ai regardé. Un mélange de colère et de compassion m'a traversé. Deux pôles inconciliables. Je pouvais l'emprisonner avec mes mots, appeler la police, hurler que la vérité devait être publique. Ou bien je pouvais rester silencieux et lire les conséquences humaines, lentes et souterraines, qui suivraient de toute façon. J'avais devant moi un homme brisé et, au bout de sa voix, une famille que j'aimais d'une manière étrange, non pas personnellement, mais parce que j'avais été témoin de leur réparation en marche. « Pourquoi tu dis ça maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que je ne peux pas dormir », a-t-il répliqué. « Parce que la nuit je l'entends appeler mon nom et je me réveille à me haïr. Et puis, parce que j'ai entendu Olivia, elle cherche, et je me dis que si quelqu'un apprend la vérité, ce sera pire qu'elle ne le mérite. Je ne sais pas quoi faire. » Il m'a supplié doucement, non pas avec des mots directs mais avec cette posture de qui demande qu'on le garde vivant en dehors de la punition. Sa peur n'était pas seulement de finir en prison, c'était la peur d'être le monstre que voir la vérité ferait de lui.
Je suis sorti du café, l'air me frappant comme une gifle froide. Sur le trottoir, je me suis rendu compte que j'avais une décision à prendre qui ne m'appartenait pas. J'avais cru pouvoir choisir la vérité comme on choisit un vêtement propre. En vérité, la vérité est une maison à plusieurs étages, et chacun des habitants a une porte qui s'ouvre vers une trajectoire différente. Je lui ai dit, tu dois en parler. À quelqu'un. Pas à moi. À eux. Ou à un prêtre. À une autorité. Mais pas laisser cela pourrir dans le silence. C'était l'évidence morale, empaquetée dans une phrase simple. Je ne peux pas, a-t-il rétorqué aussitôt. Je ne peux pas détruire Clara. Je ne peux pas regarder Baylor et lui dire que je suis la main qui a pris Élise. Il restait, dans ces mots, une espèce d'aveu de faiblesse, non seulement devant la loi mais devant la pitié des vivants. Il voulait la punition retenue, mais pas la honte. Il voulait un remède qui n'existait pas. Je suis rentré chez moi cette nuit-là plus lasse que jamais. La décision provisoire que j'avais prise auparavant, écoutée encore, vérifiée, m'avait quitté. J'avais entendu la phrase complète, et je savais que la vérité, laissée en plan, aggravait la douleur. Mais je savais aussi que dire tout était un acte qui ne sauverait pas Élise, et qui risquait d'anéantir Clara. Les jours suivants, j'ai essayé d'équilibrer. J'ai parlé à Marissa sous prétexte de savoir si elle voulait que je dépose quelque chose au cimetière. Marissa avait le regard d'une femme qui sait des choses, et décide pourtant de ne pas en faire part. Elle m'a dit d'un ton sec, « Fais ce que tu dois faire pour qu'il puisse te respirer. » Elle a évité le mot « vérité ». Je n'ai pas su s'il s'agissait d'un encouragement à la vérité ou d'une requête à la discrétion. Un après-midi, j'ai trouvé Boston dans un parc, pieds nus dans un petit bassin, comme un homme qui tente de se laver de plusieurs nuits d'insomnie. Il m'a regardé et m'a dit qu'il voulait partir, qu'il allait prendre le bus pour un endroit indéfini loin de tout ce qui pourrait le rattacher au moment. « Si tu pars, ai-je dit, tu t'enfermes dans ton silence, et tu laisses cette famille sans une chance de closure. Ils méritent de savoir. Peut-être qu'ils ne voudront pas de toi, mais tu leur dois la possibilité de choisir. » J'ai parlé de Baylor, de Clara, d'Olivia qui venait de retrouver une sœur qu'elle croyait perdue. J'ai parlé de la capacité humaine à pardonner, qui existe parfois exactement parce qu'on lui a donné la possibilité d'être sollicité. Il a répliqué, presque en chuchotant, « Et tu penses que je peux survivre à leur regard ?» Sa question était immense. Survivre à un regard peut être plus dur que survivre à une peine. Le regard des autres change un homme jusqu'à lui couper l'air. J'aurais voulu lui répondre que l'on survit en se tenant au seul geste de réparation possible. Mais qui peut prescrire la réparation? Finalement, Boston est venu chez Baylor. Ce n'était pas une scène dramatique à la maison, pas un moment filmique où des destins s'entrechoquent et où la vérité jaillit comme un éclair. C'était un pas lent. Il a pris la décision la plus humaine et la plus terrible à la fois. Il a frappé à la porte et il est resté. Il a attendu qu'on l'invite à entrer. Et lorsqu'il a parlé, il s'est adressé d'abord à Baylor, les mots comme des pierres qu'on se jette à soi-même. « Baylor, a-t-il dit, la voix flétrie, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des jours. » Je n'étais pas dans la pièce, mais j'ai entendu la suite comme si j'y étais. La révélation d'un geste brutal, la suite d'une panique, la fuite et la culpabilité. Il a raconté qu'il avait poussé, que la chute avait produit une blessure, les détails restaient flous et inutiles, mais l'essentiel était net, il avait provoqué un événement qui avait conduit à la mort d'Élise. Il a dit qu'il avait fui ensuite, que la peur de détruire avait surpassé la volonté de réparer, et qu'il était revenu parce que la culpabilité était devenue plus lourde que la fuite. Baylor a écouté. J'ai imaginé la texture de sa douleur, pas seulement la perte, mais l'effondrement d'un monde qui croyait à des piliers invisibles. Parler la vérité devant la personne la plus concernée n'est pas un acte qui soulage nécessairement. Parler la vérité est un acte qui réclame à la personne blessée une réaction, colère, pardon, départ, vengeance, que personne ne peut dicter. Après la confession, la maison s'est mise à trembler d'une façon nouvelle. Clara, qui était dans la pièce voisine, est entrée avec un regard qui cherchait toujours des repères. Son monde, déjà fragile, s'était fissuré autrement. La petite a posé une question directe, une question d'enfant. Est-ce que Boston a fait quelque chose de mal?
La réponse ne pouvait pas être niée. La vérité, maintenant publique, a été une lame et une lumière. Baylor, blessé au plus profond et pourtant animé par une force que j'ai eu du mal à reconnaître, a demandé des explications, un temps pour comprendre. Il ne s'est pas effondré comme le public pourrait l'attendre. Il a fermé la porte, comme pour empêcher la douleur d'entrer davantage dans la rue. Il a dit à Boston des choses qui ne sont pas pour la narration, des mots qui n'adoucissent pas la faute, mais qui appellent à une réparation. Il a demandé que Boston parte s'il pensait que son être ici faisait plus de mal que de bien. Il a demandé aussi des confidences qui lui permettraient de comprendre. Ce ne sont ni excuses ni condamnations faciles, c'est la démarche la plus humaine que je pouvais imaginer. Chercher du sens avant de décider du châtiment. Boston est parti cette fois-ci, mais pas en fuite totale. Il est allé s'inscrire à un programme d'aide, à un groupe qui travaillait sur le contrôle de soi et la réparation des actes. Je ne sais pas si ces institutions ont des noms légaux. Je veux éviter d'être juridiquement trompeur, mais il a cherché de l'aide concrète. Il n'y a pas eu d'arrestation immédiate, pas de coup de théâtre judiciaire diffusé à la radio. Ce que j'ai vu, c'est un homme qui prenait enfin la mesure de ce qu'il avait fait et qui essayait, en tremblant, de s'y confronter. La famille, quant à elle, n'a pas implosé comme on en lit dans des romans. Elle est devenue un peu plus silencieuse, plus prudente. Parfois la colère a surgi, surtout chez ceux qui avaient été proches d'Élise. Parfois des efforts de réparation ont été tentés. Baylor a demandé des explications. Olivia est restée un pilier mais avec de longs silences qui parlaient de nuits d'insomnie. Clara a eu besoin d'un psychologue, non pas pour la vérité elle-même, mais pour la cohérence du monde qu'on lui avait retiré. Et moi, au milieu de tout cela, je me suis trouvé à tenir un rôle différent. Je n'étais plus seulement le témoin involontaire, j'étais quelqu'un qui connaissait l'histoire depuis l'intérieur. Il y a eu, dans les semaines qui ont suivi, des moments d'une humanité inattendue. Un après-midi, j'ai aidé Baylor à clouer une étagère dans la chambre de Clara, une tâche simple, maladroite, ponctuée d'imprécisions comme les vieux bricolages entre père et enfant. On a ri d'un geste qui n'avait rien à voir avec la mort, et dans ce rire, j'ai senti la présence d'une future possible. Olivia est venue nous rejoindre avec une tarte qu'elle avait faite parce que le geste lui semblait la seule manière de dire « je reste ». Ces scènes étaient des petites réparations, des gestes qui n'enlèvent rien au crime ni à la douleur, mais qui permettent à des personnes de continuer à respirer. Je me souviens aussi d'une soirée où j'étais dans la voiture laissant Clara dormir, et où Baylor m'a appelé pour me demander si je pouvais rester jusqu'à ce qu'il ferme la maison. Il n'a pas prononcé merci directement. Il l'a exprimé en me confiant une tâche. Dans ces instants, la reconnaissance n'était pas une récompense morale. C'était une façon de dire que je n'étais plus seulement le chauffeur. J'étais quelqu'un qui avait aidé à maintenir les pièces ensemble, même après que l'une d'elles se soit brisée. Il y a aussi eu des moments d'effondrement. Un matin, Marissa a hurlé au milieu d'un déjeuner pour une raison que tout le monde comprenait sans mots. L'injustice, l'absurdité de la perte, l'envie d'un procès qui n'effacerait rien. Ces hurlements ont fait trembler des objets. Ils nous ont rappelé que la justice n'est pas une page blanche que l'on écrit à volonté. Elle est une présence qui revient et qui demande parfois des comptes que la loi ne peut résoudre seule. Pendant tout ce temps, moi, je continuais de conduire. Le corbillard est devenu un objet trop familier, chargé non seulement de fleurs, mais de ce qui restait de questions. Les familles se succédaient, chacune portant sa propre énigme. On devient riche en histoire quand on porte la faim des autres. Mais la richesse de ces histoires est lourde à porter. Parfois, la nuit, je regardais la photo d'Élise sur le tableau de bord et je me demandais si la vérité avait été rendue, ou si nous n'avions qu'ôté un pan d'un voile pour mettre à nu une blessure qui aurait peut-être guéri autrement. La question qui m'a rongé le plus longtemps n'était pas la question de la culpabilité. Je savais désormais qui avait poussé, et savoir n'avait pas réduit ma charge. Il l'avait transformée. Ce qui m'obsédait était la question du rôle moral que j'avais choisi. Avais-je fait le bon choix en amenant Boston à parler? Aurais-je dû le contraindre à aller plus loin? Ou aurais-je dû garder le secret, laisser la famille vivre dans l'illusion d'une paix apprise? La réponse n'était pas donnée. Les acteurs moraux, nous qui devons décider pour d'autres, n'ont pas de manuel. Nous avons nos faiblesses, nos peurs, nos élans de compassion. Quelques mois après tout cela, il y eut un jour calme, un jour banal, où la douleur n'était pas au centre pour une fraction de seconde.
Clara avait la tête plongée dans un livre, Olivia préparait du thé, et Baylor avait posé une ancienne caméra sur la table pour montrer à sa fille comment tenir un souvenir. Boston n'était pas là. Il avait quitté la ville, il avait dit qu'il devait partir pour se pardonner. J'ai su plus tard qu'il avait entamé des démarches, cherché à se soumettre à des thérapies, à des rencontres de réparation. Je n'ai pas su s'il retournerait un jour dans la maison. Peut-être que non. Peut-être que oui. Ces espaces sont marqués d'indéfinido par la vie elle-même. Ce jour-là, quand j'ai rangé le corbillard, j'ai hésité à emporter la petite peluche rouge que Clara m'avait donnée. Elle l'avait laissée sur le siège la première fois que je l'avais conduite. Je l'ai gardée longtemps dans la poche du tablier, comme un rappel de ce que signifie être au service. Puis, d'un geste qui n'était ni calculé ni théâtral, je l'ai posée sur la marche de l'entrée de la maison, comme si je la déposais dans le lieu où elle aurait été soignée. Quand Baylor est sorti, il m'a regardé et a souri d'un sourire qui venait difficilement, mais qui portait une promesse. « Merci », a-t-il dit. Je n'ai pas dit que j'étais celui qui avait entendu l'aveu, ni que j'avais poussé Boston vers la confession. Je n'ai pas non plus dit que j'avais trouvé le billet indefinido. Ces petites omissions n'étaient pas des mensonges. Elles étaient le résultat d'un choix moral que j'avais fait en silence. J'avais décidé, ce jour-là et chaque jour suivant, d'être utile d'une manière qui ne transforme pas une famille en tribunal. Ce choix m'a coûté. Il continue à me coûter. Mais il m'a offert aussi une forme de paix. Pas une paix totale, jamais, mais une paix où la responsabilité se portait comme une charge assumée. Le temps n'efface pas la culpabilité de Boston ni la perte d'Élise. Il lui apporte des textures nouvelles, l'habitude, la mémoire, la difficulté d'un sourire retrouvé. Je me surprends à penser à Clara quand je conduis d'autres familles. Je me demande toujours comment parler aux enfants de la mort. Je leur dis ce que je peux, que la personne aimée a été importante, que la douleur est normale, que le temps ne guérit pas tout, mais qu'il offre des occasions de refaire surface. Je vois maintenant ces mots à travers la lentille du jugement que j'ai porté sur moi-même. J'ai dit à d'autres ce que je n'ai pas pu totalement appliquer à ma propre situation. Il y a eu des jours où je pensais que j'aurais dû appeler la police. Il y a eu des jours où je croyais qu'en faisant venir la justice, j'aurais rendu service à la famille. Mais il y a eu des jours aussi où, en voyant la façon dont Baylor prenait la main de Clara, en observant le petit rituel du soir où il racontait une histoire avant de s'endormir, je me suis dit que la justice n'est pas qu'un jugement. Elle est parfois aussi permettre au vivant Max de trouver une manière de continuer. Aujourd'hui, quand je passe devant la tombe d'Élise, je m'arrête. J'ôte une fleur, parfois deux. Je parle peu. Je laisse la place à ceux qui parlent mieux que moi. Et je me permets, une fois, de reconnaître l'effet du choix que j'ai fait. La vérité est sortie, d'une certaine manière. Non pas comme un coup de tonnerre public, mais comme une confession intime qui a créé des conséquences bien réelles. Boston a dit « Je l'ai poussé », et cette phrase a changé des vies. Elle n'a pas tout résolu, mais elle a déclenché un processus où chacun a dû prendre sa part. Je ne prétends pas que ma décision était la seule bonne. Je ne prétends pas non plus être celui qui a rendu la justice. Je suis un jeune chauffeur qui, à 20 ans, a hérité d'un savoir trop grand pour ses épaules. J'ai entendu qui a dit être responsable. J'ai choisi de l'amener à parler, et j'ai choisi ensuite d'en mesurer les conséquences, avec le souci de protéger ce qui restait fragile. Chaque nuit, quand je ferme les portes du camion, je pense à ce que j'ai perdu. L'innocence de croire que la vérité est un chemin simple. La fin n'est jamais nette. Il reste des questions sans réponse. Boston est parti pour indefinido. Certains appellent cela la fuite, d'autres un départ pour la guérison. La famille a continué, mais avec des cicatrices. Clara parfois ouvre un tiroir où se trouvent des petites choses d'Élise, une barrette, un mot, et elle me demande si sa mère sourirait encore en voyant son vélo. Je réponds comme je peux. Je parle des moments heureux. Je laisse la vérité quand elle arrive, être accompagnée d'un soin. Je n'ai pas cherché les louanges. Je n'ai pas attendu la reconnaissance. J'ai fait ce que j'ai cru devoir faire et j'en porte le poids. Cette histoire m'a appris que la vérité et la paix ne sont pas toujours copines. Elles se frôlent, parfois se battent, et parfois s'enlacent d'une manière étrange. Mais je sais une chose. Entendre change un homme. Et porter ce qu'on a entendu change la façon dont on regarde les autres.
Aujourd'hui, je conduis encore. Le corbillard est un métier qui tient sa part d'humanité, et moi j'essaie de tenir la mienne. Si cette histoire vous a donné matière à réfléchir sur la vérité, la culpabilité et le pardon, abonnez-vous pour d'autres récits qui naviguent entre morale et humanité. Et souvenez-vous, tout ce que vous venez d'entendre est une œuvre de fiction. Les noms, les conversations et les événements ont été inventés pour explorer ce que signifie être témoin, ce que veut dire protéger et ce que coûte le choix de dire ou de se taire. Je suis toujours ce garçon qui tient un volant. J'ai 20 ans plus mon expérience et parfois je me surprends à sourire à Clara quand elle me confie une de ces histoires absurdes. Le monde continue, avec ses fractures et ses réparations incertaines. Et moi, j'apprends chaque jour que la meilleure chose qu'on puisse faire quand on a entendu quelque chose qui peut détruire, c'est de le porter avec honneur, conscience et une écoute prête à réparer.